Salut à tous, vidéo aujourd'hui sur les nouveautés de la dernière version de QGIS 3.24 Tissler. Donc j'ai pas mal de vidéos à faire et au final, c'est comme celle-là, c'est on va dire, celle dans l'actualité la plus pressante. Je vais faire la vidéo sur ce sujet, mais j'avais d'autres vidéos à faire au départ. On va faire celle-ci, puis on fera les autres plus tard quand on aura le temps. Donc, alors déjà, où est Tissler? Parce que ça, c'est vu qu'à chaque fois, nouveauté de QGIS, Tissler, donc, tac, tac, tac. Ah bon, il y a en France, il y a en Allemagne, il y a un peu partout Tissler. On va voir la QGIS Tissler quand même. Là, ça semble être au nord de l'Europe, quelque part par là, j'ai envie de dire, et encore. Ah bon, voilà. Et le nom de la petite, il y a écrit en plus. C'est tout con, il y a écrit. Donc, et le nom de la petite, une petite île norvégienne. Donc, voilà. Donc, c'est une île norvégienne, Tissler. Euh, voilà. Donc, pour info, il y a la vidéo QGIS, la chaîne officielle de QGIS, et je vous conseille d'aller la voir, a fait une vidéo de présentation des changements. Et nous, on va faire cette même vidéo en français. Donc là, sachant qu'il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien, c'est juste des présentations de capture d'écran. Et là, enfin, ceux qui ont contribué, qui contribuent au développement de QGIS par des dons ou des devs, donc il y a énormément de sociétés. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à souscrire si vous souhaitez être membre au soutien. Et donc c'est parti. Donc vous avez dit, on va voir un peu, donc ça ce sont les nouveautés, donc il y en a pas mal. Donc, elle concerne avant tout l'interface, la symbologie, l'étiquetage, le rendu, les 3D, les modules d'impression, les expressions, la gestion des données, les métadonnées, ça c'est bien. Les formes widgets, donc ça c'est les formulaires et autres éléments. New Bottom, on fait d'accord. Les outils d'analyse, les outils de processing, ça on va voir ça tout de suite, tout à l'heure. Les applications et projets. Donc, et les data providers, donc apparemment il y a de nouveaux éléments pour les données, QGIS Server toujours un petit peu, et les bugs fixes, donc on verra pas les bugs fixes, mais qui sont toujours très très importants. Donc, en termes d'user interface, possibilité de retrouver l'étendue de la carte directement depuis les marque-pages entre guillemets et les modules d'impression. Donc ça c'est pas mal ça. Donc bien. Donc il est possible de calculer. Là on voit les layouts dans le module ici. À partir on peut faire des extractions à partir de l'emprise qu'il y a dans le composer, dans un composer. Donc ça c'est pas mal si vous avez des petites extractions à faire. On peut extraire à partir des coordonnées du composer et non pas à partir des coordonnées de la carte. Donc ça c'est pas mal, petite innovation. Et donc voilà, vous pouvez faire des exports aussi à partir des... Ça c'est quand vous sauvegardez une image rapidement à partir de QGIS, faire des exports à partir de l'emprise du composer. Possibilité, quand vous créez vos propres systèmes de coordonnées de référence, d'ajouter facilement des coordonnées qui vous sont propres. Donc ça c'est pas mal aussi, si jamais vous avez des petites coordonnées qui vous sont propres, vous pouvez les rentrer vous-même, écrire votre propre SCR, propre système de projection. En symbologie, donc là il y a encore du nouveau. Donc, mettre des marqueurs et découper les lignes, le déplacement long d'une ligne par des pourcentages de longueur de ligne. Donc vous pouvez faire des petits tirés en fonction du pourcentage de longueur de ligne. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà, donc vous avez des petites options, là on le voit, offset, long line, et là vous pouvez dire en pourcentage avec l'unité, ici en pourcentage. Donc voilà, si vous voulez aller plus finement dans les tirés. Ah, ça c'est pas mal, ça on peut là définir toujours dans la mise en forme si les marqueurs sur les lignes, si on les met sur le premier ou dernier vertex ou tous les éléments d'une géométrie. Donc ça c'est pas mal, aussi. Ça permet un peu de... Si vous voulez mettre des flèches ou des éléments comme ça, vous pouvez. Donc là... un peu d'accord, ça c'est pas mal puisqu'on peut mettre des éléments
uniquement sur les, comme on a vu ici, sur les premiers et derniers vertex, ou uniquement sur les vertex qui ne sont pas les premiers et les derniers, donc ça s'appelle les vertex intérieurs. Donc ça c'est pas mal aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut être utile. Donc voilà, donc là on met des éléments sur les premiers et derniers vertex ou sur les vertex intérieurs. Donc ça on peut choisir, c'est pas mal. Donc là, et c'est montré par des boîtes à cocher, cette option-là. Donc là aussi, donc contrôle les couleurs du modèle utilisé quand on utilise des gradients pour interpoler, d'accord? Donc ça, on peut contrôler les modèles pour l'interpolation des deux couleurs, pourquoi pas. Et là, on peut changer la taille, ça c'est pas mal, des aperçus des des styles que l'on crée. Ah, pas mal, pas mal. Une line burst. Donc vous avez un nouveau symbole pour les lignes line burst. Donc, qui vous permet de faire un gradient sur la largeur d'une ligne. Donc, ça aussi, ça peut être utile. Et on a un nouveau style, Rasterlight Symbol, même pour les polygones, j'imagine. Donc, ce qui permet de jouer sur l'opacité. Vous avez plus d'options pour les lignes. Salut Joseph, salut. Pour les lignes. Des polygones. Donc sur les bordures des polygones, vous pouvez modifier le style. Donc ça c'est pas mal. Donc vous avez vraiment des symbologies pour les lignes. Là c'est vrai, j'ai fait une partition, on dirait. Ouais, c'est vachement marrant. Donc we are super excited to bring this new brand sur les symboles, sur les lignes. Ah, je sais pas sur les polygones, sur les peut-être sur les symboles lignes. Ah, parfait. Donc pardon, on peut mettre une image raster qui suit la ligne. D'accord. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc voilà, donc ça c'est si vous pouvez mettre des images, des rasters qui vont suivre le symbole de la ligne. Donc là on peut choisir les hachures sur les polygones, donc vous avez plus d'options. Donc ça c'est pas mal aussi. No clipping, donc là c'est pour dire si les hachures intersectent ou pas. Avant ou après la ligne. Donc ça c'est pas mal. Si les hachures se positionnent sur la ligne de bordure ou sous la ligne de bordure ou rien du tout. Donc là vous avez aussi d'accord des options de ligne. When exporting to, donc là quand on exporte en PDF. D'accord, donc là ils ont changé le mode de rendu pour la conversion en PDF des lignes. Donc voilà. Donc là, ce qu'ils disent, voilà, on peut définir un angle de rotation quand on met quand on met en type du multipoint dans un polygone, d'accord. Donc pourquoi pas. Ça peut être pas mal aussi. Donc là, on peut faire. Si vous mettez en remplissage, là, vous voyez du multipoint, et ben vous pouvez faire. Vous avez les options de rotation de ces éléments-là. Et donc là, si vous voulez, vous pouvez, en termes de dispersion des points, vous avez une autre option pour les disperser de manière aléatoire. D'accord. Donc ça, c'est pas mal, avoir des déplacements aléatoires. Si vous voulez faire un petit effet ou quoi, c'est pas mal non plus. Donc là, apparemment... Ah oui, d'accord. Là, vous voyez, les points suivent la géométrie les géométries des polygones. Donc d'accord, là vous avez en termes de rendu des points qui suivent un quadrillage indépendamment des objets et vous avez une option pour que le remplissage de points des polygones suivent les géométries des polygones. Donc ça peut être pas mal aussi, j'aime bien. Donc color control maker clipping for point pattern fills. Donc donc pareil que pour les lignes, vous pouvez choisir si les points dans les polygones se situent sur les bords ou en dessous des bords ou complètement à l'intérieur des bords. Donc ça c'est pas mal aussi, alors il y a une formation, en vrai j'ai des formations avec un site avec les prix pour répondre à Joseph, mais je n'ai jamais encore fait j'ai jamais utilisé la chaîne pour communiquer sur ce site avec mes prestations. Il faudrait que je le fasse, ça va arriver très très rapidement, le prix avec les formations, mais ça dépend.
Présenter les métadonnées, bon, il y a plusieurs méthodes pour présenter les métadonnées. Tu as un catalogue de métadonnées, tu as des métadonnées en forme PDF, tu as des métadonnées dans QGIS. Ça, on verra plus tard pour les prix. Et GeoServer aussi, il y a une formation sur GeoServer. C'est. Fais-moi des propositions de prix, Joseph, et je te dirai si c'est bon ou pas. Voilà, j'ai des prix, ça dépend, le prix varie suivant si c'est une grosse société, une petite société, à distance ou présentiel, voilà. Mais fais-moi une proposition de prix et je te dirai, Joseph, il n'y a pas de souci pour les faire. Voilà. Après, dis-moi aussi ce que tu veux, les attentes en termes de formation sur ces outils, et comme ça j'adapte la formation et voilà. Future expression pour Cube, Triangular, Square, Curve et Wave. D'accord, donc ça c'est une expression, donc c'est bien des expressions pour modifier le bord des polygones ou des lignes. D'accord, important. Vous voyez que là le bord des polygones c'est plus des carrés, mais apparemment on peut mettre des triangles et des vagues, des modes vagues. Donc pas mal, j'aime bien. Parce que je donne aussi des formations particulières pour les entreprises et les professionnels. Donc voilà, il y a des formations GeoServer, QGIS, QField, catalogue de métadonnées, voilà, créer un catalogue Open Data. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez. D'accord, donc là vous avez fait voir un peu. C'est vachement bien ces petits gifs qu'ils ont fait. Donc ça, moi j'utilise toujours le output buffer. D'accord, et donc là c'est quand en fait quand vous faites de l'étiquetage, il y a moyen de mettre ce qu'ils appellent un buffer autour du point. Ça c'est d'une étiquette. C'est bien si vous avez des fonds sombres ou pas, avec un petit buffer blanc, ça visible partout. Et là, l'unité du buffer peut être mis en pourcentage, alors qu'en c'est soit en pixels, soit en unité de carte, donc c'est pas mal. Donc là, toujours pour l'étiquetage, il est possible de définir la position du point par géométrie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, donc la position du point basée sur une colonne géométrie, d'accord, ou une expression. Donc ça vous permet de positionner le point. Salut à tous, salut, merci d'être là, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à vous abonner et éventuellement à souscrire à la chaîne. Et donc là, vous pouvez modifier la position des points, donc des étiquettes en fonction d'une géométrie. Donc là, pareil, vous pouvez modifier stretch. Donc je ne sais pas si c'est la taille des textes, des étiquettes, en fonction d'un pourcentage. Donc pourquoi pas. Donc rendering, on y est. Donc là, ça a l'air d'être important. On peut, d'accord, render layer as group. Donc là, c'est pas mal parce que on peut mettre une symbologie en fonction des groupes cette fois-ci. Donc, within the layer styling doc whenever a group est sélectionné. D'accord. To control the appearance of the group as a whole. D'accord. Donc là, vous pouvez contrôler la mise en forme, la symbologie à partir d'un groupe dans QGIS. C'est plus que. Alors qu'avant, on pouvait le faire que à partir des couches. Maintenant, on peut le faire à partir de groupes. Donc voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, c'est du Mapbox GL Vector Tuile pour les lignes. Donc voilà, je suis pas expert de Mapbox GL. Donc voilà, pareil, là, on peut rajouter les fonds de carte de Mapbox GL, les styles on peut ajouter les styles des tuiles vecteurs de Mapbox.js, des fonds de carte Mapbox.js. Donc là, alors là c'est la 3D, là c'est les fonctionnalités 3D. Donc, voilà. Donc respecter l'ordre des altitudes pour le rendu de nuages de points en 2D. Donc ça c'est pas mal. Une des vidéos que j'hésitais à faire, c'est une vidéo sur le lidar d'IGN. Elle va arriver très 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 vite. Au début je voulais faire une vidéo sur ça, mais comme les nouveautés sont sorties, j'ai préféré faire sur ça. Là c'est pour les vues 3D, donc on peut bloquer des vues 3D. Ça c'est pas mal. Ouais, il y a vachement bien cette vue 3D. Donc voilà. On peut docker les vues 3D, pas bloquer, docker. Donc on peut avoir une fenêtre que sur des vues 3D, donc ça c'est pas mal du tout. 3D Map, donc là aussi on a un gestionnaire de cartes 3D. Donc ça c'est pas mal si vous voulez créer plusieurs cartes 3D à partir de données 3D, sachant que c'est une grosse amélioration des données de QGIS ces derniers mois, c'est la 3D. Vous pouvez créer des mises en forme de cartes 3D et les conserver sous le coude. Et une amélioration de la caméra de navigation pour la 3D.
Maintenant, on est au module d'impression. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou quoi, on peut échanger. Donc là, vous avez les modules d'impression. Donc ça, c'est les améliorations de QGIS 3.24 pour les modules d'impression. Donc, full text rendering capabilities for layout text label. Donc là, apparemment, ils ont amélioré les capacités de rendu du texte dans les modules d'impression. Apparemment, on peut mettre... j'aimerais bien apprendre à créer un SIG de A à Z tout en créant un catalogue pour les métadonnées et aussi pour le GeoServer, c'est aussi pour créer des utilisateurs et leur attribuer des rôles et des accès. C'est complètement l'utilisation des catalogues métadonnées et des web serveurs, des serveurs carto. On en reparle, Joseph, on en reparle rapidement. Donc là, on peut ajouter du CSS pour ajouter des effets dans le composeur, donc ça c'est puissant. Donc tu peux rajouter des ombres, des buffers, du background, des LED, de l'espace. Donc voilà, donc ils ont rajouté donc ils ont rajouté ça et il est possible de faire ça soit en interface graphique, soit en CSS. Donc ça c'est pas mal. Les expressions dans le composeur. Donc là, si on veut savoir le type de géométrie d'une couche, on peut mettre $géométrie, géométrie type, donc on va rajouter comme expression, et on a en finale si c'est un polygone, une ligne ou quoi. Rajouter les intersections triées par d'accord, par intersection side. Ok, bon, on en reparle, Joseph, on en reparle. Donc là, apparemment, donc déjà ils ont rajouté une nouvelle expression qui est l'over intersect. Donc apparemment, c'est les éléments, les parties de polygones qui intersectent quelque chose. C'est la superposition commune entre deux polygones, on va dire. Ça peut être pas mal. Donc retourne détail, tac tac tac, et short by intersection size. Donc ça c'est trié par surface d'intersection, j'imagine. Donc j'ai jamais utilisé, mais ça a l'air pas mal. Donc à tester, over intersection, région, true, d'accord. Donc là voilà, vous avez comment utiliser. Donc apparemment c'est une requête d'expression pour faire ressortir les éléments qui se superposent ou pas, les intersections en fonction de la surface ou autre, de la surface d'intersection ou autre. Donc là, we nomme a list of field name from all layers in your project available directory. D'accord, donc on peut chercher directement les champs des couches qu'il y a dans notre carte. Ça c'est pas mal du tout. Pour faire gagner du temps. Donc ça c'est pas mal du tout. Ça c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, et en plus les valeurs uniques de chaque champ, donc ça c'est pas mal du tout. Directement dans le composant d'impression, dans l'éditeur de requêtes, ce qui permet de gagner du temps quand on fait des recherches. Ok, donc là c'est quoi? La nouvelle fonction retourne un maps with attribute name as a key reason, d'accord. Donc ça c'est quoi? Donc là représente attribut d'accord, ça te montre d'accord, ça te montre les attributs qui sont sélectionnés qui sont spécifiés dans une couche active, d'accord. Donc ça permet de faire ressortir les attributs en fonction d'une requête qui sortent de la couche du résultat de la requête, en fait. Ça c'est pas mal. Et donc là, comme tout à l'heure vers l'intersection, donc là c'est pareil, là, parce que là c'est pour faire sortir les surfaces et les cercles pour la superposition d'intersection. Enfin, en fonction de surface et de rayon de cercle. Donc ça peut être pas mal aussi. Donc map prefix keys function that take a map and a prefix and a retour. Donc ok. Alors ça je sais pas trop ce que c'est parce que j'ai pas trop utilisé. Ah oui d'accord. Donc map, donc attribute. Donc là ça permet de rajouter des éléments, pas mal en fait, pas mal, devant les attributs d'une couche. Ça permet d'ajouter un préfixe devant les attributs d'une couche, donc pas mal, s'il y a besoin d'ajouter certains éléments.
D'accord, et donc là, ça, c'est un algorithme qui était présent dans dans la toolbox qui est présent en expression. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, voilà. Donc là, qu'est-ce que c'est? On est en train de voir, donc, the new per part option for the rotate expression, allow to rotate each part of each part geometry. D'accord, donc ça c'est pour aussi, d'accord. Ça c'est pour faire tourner les lignes d'une géométrie. Enfin, pour faire rotate, retourner les éléments d'une géométrie en fonction d'un barycentre, j'imagine. Donc pas mal, pas mal. Et en fonction d'une expression surtout. Apply dash pattern function. Donc là, pareil, c'est une fonction pour gérer les dash, donc les tirets. Tac, tac, tac. Et là, vous avez aussi des fonctions pour redimensionner les données. Pas mal, mais en fonction. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc là, le get feature a été amélioré pour filtrer par de multiples attributs. Pas mal. Data management. Donc là, ils ont ajouté un élément. Ah, ça a l'air très très puissant. Ça permet de modifier plusieurs couches attributaires d'un coup. Il y a ça c'est très très puissant. Le mode de multi-édition qui permet de modifier plusieurs couches en même temps pour peu qu'elles aient une relation entre elles. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc c'est des tables perfis, j'imagine. Ça vous permet de modifier plusieurs éléments d'une table perfie de manière simultanée, de plusieurs couches liées entre elles de manière simultanée. C'est très très puissant. Ah, donc les métadonnées et MetaSearch, donc il a été amélioré pour correspondre aux nouveaux standards de l'OGC et des API. Donc là, vous pouvez le MetaSearch est apte à lire les nouvelles API de l'OGC pour les métadonnées. Donc ça c'est pas mal. Alors ça c'est quoi? J'étais curieux. Donc là, ils ont rajouté une nouvelle requête HTTP POST qui permet de récupérer des données, on va dire. Je pense que c'est ça. Ah non, ça retourne une URL encodée. Donc voilà. Ça c'est quoi? Un nouveau bouton pour ouvrir la table attributaire. Alors ça, j'ai envie de dire, attendez, on va voir ce que ça donne. Ça c'est pas mal du tout ça, parce que ça permet de montrer à la table attributaire des éléments sélectionnés, et uniquement à la table attributaire des éléments sélectionnés. C'est très très puissant, on l'attendait depuis longtemps. Ouvrir la table attributaire uniquement avec les éléments sélectionnés plutôt que de faire un export ou de voir les lignes machin sélectionnées. Ça c'est très très bien. Donc tac, et donc là c'est tac tac tac. Donc ça permet de calculer, j'ai envie de dire, roundness, donc j'imagine que c'est l'angle d'une géométrie. Donc je pense que ça c'est pour calculer l'angle d'une géométrie. Voilà, je suis pas expert. Donc le processing. Donc il est pareil, ça on a vu, donc extraire la belle algorithme. Donc ça c'est pas mal, ça c'est pour extraire les étiquettes ou les légendes en fonction d'un algorithme, c'est-à-dire en fonction d'une échelle, en fonction peut-être d'une emprise ou d'une résolution. Ça c'est pas mal. Là, dans les outils dans la calculatrice raster, il est possible de mettre en paramètre l'emprise de sortie. Ça c'est pas mal aussi. Et idem pour le découpage raster par un masque. Donc ça c'est pas mal. Donc, ah bien. Ah voilà. Donc là, quand vous utilisez des algorithmes, vous avez un historique, et cet historique conserve tous les paramètres, etc. Donc c'est un gros paramètre, et cet historique qui devient énorme quand vous utilisez beaucoup d'algorithmes est stocké dans une base SQLite au lieu d'un fichier texte.
Par ailleurs, je vois que ce qui est pas mal, c'est qu'on peut copier à Python commande, donc ça c'est pas mal du tout. Donc apparemment, vous pouvez soit l'exporter en copie comment dire, en QGIS Process ou en Python ou en copier en JSON. Donc ça c'est pas mal du tout. Ça c'est pas mal du tout. Ce qui permet d'avoir le code Python des algorithmes. Très très bien ça. Et donc ouais, carrément là on peut copier la commande Python. Si vous voulez apprendre le Python, c'est pas mal. Donc à voir. Et vous avez aussi donc un nouvel algorithme export une couche à partir d'un atlas PDF. Ça c'est pas mal du tout aussi, un algorithme. Ah, ça on va voir, ça on va voir. Ah bien, bien, donc on peut modèle dans le projet, d'accord. Donc ça, on peut afficher les modèles qui sont stockés dans le projet QGIS. Pas mal du tout ça. Vous avez un algorithme pour la sauvegarde des points cloud des nuages de points. D'accord. Après, il y a quelque chose, mais attendez, on va le lire quand même. Mettre array field. Donc, on peut mettre des champs, des listes de champs. Voilà. Apparemment, c'est mettre des listes de champs. Allow you to launch with support. D'accord. Donc là, c'est pour lancer QGIS Process sans Python. Sans argument Python. Ah oui, d'accord. Là, il y a une option pour supprimer les mauvaises couches dès le début dans QGIS. Ouais, pas mal. Parameter value for QGIS process can be specified. D'accord, donc là, les paramètres de QGIS process, donc là, on est vraiment d'automatisation pure, peuvent être spécifiés via un JSON. On peut carrément lancer des. Ouais. Carrément, ouais. QGIS fête ses 20 ans, les gars. QGIS fête ses 20 ans cette année. Donc, on fera un truc et tout. On peut directement lancer du Python via QGIS process. Data provider, donc, on peut rajouter des couches, des tuiles raster. On peut rajouter aussi des, des couches globales d'un terrain. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc là, une méthode de hachage pour MapTiler. On peut d'accord, on peut convertir des WMS et des d'accord en données MNT. Pas mal, ça, pas mal, pas mal, pas mal. To raster of a single bond. D'accord, pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Pouvoir convertir des WMS et autres en données raster en local. Pas mal, pas mal. On peut mettre des champs qui font office de liste. En QGIS. D'accord, il y a un nouveau type de champ qui est le champ JSON. D'accord. Pas mal. Et d'accord, je comprends, il y a un nouveau type de champ qui est string list, integer list, decimal list, d'accord. Ils ont rajouté en type de champ les listes. Donc ça, c'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal du tout pour les données structurées. Donc là, ils ont amélioré les éléments pour les couches de texte délimitées. Donc ajouter des types booléens et tout et autres. Donc voilà, ah d'accord, vous pouvez maintenant définir les types de champs de vos textes délimités directement dans QGIS. Ça c'est pas mal du tout. Comme ça, ça évite qu'il se plante de texte en numérique, numérique en texte. Donc là, il y a un nouveau mode d'authentification pour les HTTP headers. Et là, apparemment, si vous avez plusieurs colonnes géométrie dans PostGIS, QGIS est capable de les lire. Pas mal du tout. Et après, vous avez des évolutions QGIS serveur. Voilà. Et ben voilà, on a fait le tour
des évolutions de QGIS 324 Tisler. En plus, ça fait 30 minutes qu'on a fait la vidéo. Je vous dis merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à souscrire, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis bye bye. Sauf si vous avez des dernières questions. Merci à tous ceux qui ont été là en tout cas. Et je vous dis à plus. Ciao.